Pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, pour donner la justice à toutes ces victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. 12 millions de Congolais ont perdu la vie depuis le début de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous revenons aujourd'hui pour parler de la réponse de la CPI à M. Costa Mutamba, le ministre de la Justice congolaise qui a entamé des procédures à l'adolescence d'obtenir un tribunal pour la République démocratique du Congo. J'ai l'honneur d'en parler aujourd'hui avec Christophe Mouissa dans ce studio, un panafricain, un jeune activiste des droits humains, exactement. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions. Bonjour Monsieur Christophe et bienvenue aujourd'hui sur Gale Afrique Télévision. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'ensemble de tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers Gale Afrique Télévision. Merci de nous avoir conviés à cet entretien. Comment vous allez? Nous allons bien, nous tenons le coup malgré les quelques difficultés liées à la situation sécuritaire du pays et de l'Est et de la RDC en particulier. La CPI, enfin, a répondu aux multiples requêtes du ministre de la Justice, Costa Mutamba, à l'adolescence d'obtenir un tribunal pour la République démocratique du Congo. Et désormais, peut-être les enquêtes pourront être menées dans la province du Nord Kivu. Pour débuter par là, ça vous fait quoi de voir déjà la réponse de la CPI en République démocratique du Congo? Parlant de la CPI, aujourd'hui, il faut souligner que le Congo fait partie des pays qui ont ratifié le statut de Rome. Et par rapport même au fonctionnement de la Cour pénale de justice, il faut souligner que la RDC fait aujourd'hui partie des pays qui ont en tout cas donné l'équitisme du fonctionnement de la Cour pénale de justice. Et à notre niveau, nous pensons qu'aujourd'hui, le Congo est plus que jamais agressé. Le Congo se retrouve dans une situation où elle a connu beaucoup de situations. Et du coup, chez nous, nous avions pensé que l'intervention de la CPI a traîné parce que c'est depuis bien longtemps que cette intervention ou ces enquêtes devraient être menées. Parce que, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a toujours été saisie par plusieurs moyens. Parmi les moyens, nous avons la saisine d'office, c'est-à-dire la Cour peut s'auto-saisir par rapport aux violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et même aujourd'hui les actes de terrorisme qui se passent dans un état donné, signataire ou pas du traité de Rome. Et à ce niveau-là, la Cour peut envoyer ses experts pour faire les enquêtes afin de collecter les éléments nécessaires pour déclencher le poursuite judiciaire auprès des auteurs, qu'ils soient des États, qu'ils soient des individus particulièrement qui sont auteurs et responsables des crimes de guerre. Le deuxième élément ou le deuxième moyen de saisine de la Cour pénale internationale, c'est la plainte d'un État membre de la Cour pénale internationale. Et nous, la RDC, nous sommes un État membre effectivement de la Cour internationale, de la Cour pénale internationale. Le troisième moyen, c'est la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme vous le savez, c'est à travers les Nations Unies qu'on a établi cette Cour pénale internationale et d'où la RDC aujourd'hui, après les différentes plaintes, comme vous l'avez souligné dans votre question, il a vu que c'était nécessaire au vu de tous les rapports déjà collectés qui indiquent les multiples violations, des crimes de guerre, des crimes de masse et des tueries systématiques qui se sont déjà passées en RDC. Ils ont répondu favorablement en disant qu'ils vont déployer une équipe d'enquêteurs pour venir effectivement évaluer, enquêter et collecter les éléments nécessaires qui pourront constituer pour nous les preuves sur lesquelles on pourrait s'appuyer une fois on établit le tribunal international si la République démocratique du Congo, comme cela a été fait avec l'ex-Yougoslavie, comme cela a été fait avec le Rwanda, s'il y a lieu aujourd'hui, au vu de tous ces événements, de mettre en place un tribunal international pour la République démocratique du Congo. Toutes ces personnes qui ont participé aux crimes de génocide, aux crimes de guerre en République démocratique du Congo, ça ferait quoi de voir qu'ils soient arrêtés? Avant qu'on en arrive d'ailleurs au procès, il faut commencer d'abord par planter les décors, c'est-à-dire répertorier tous les crimes déjà commis en République démocratique du Congo, identifier les auteurs, identifier les victimes et dans la mesure des possibles,
protéger les témoins, protéger également les survivants et aussi arriver au point où nous pourrions avoir un gouvernement qui devra appuyer effectivement les victimes. Parce que, comme vous le savez, ce sont des procès qui durent. Comme au Rwanda, les derniers procès étaient le procès de Akayezu au niveau de Arusha. Et nous, pour la République démocratique du Congo, nous pensons que si on traite de manière, en tout cas impartiale, de manière indépendante, le procès qui pourrait avoir lieu dans les années à venir, nous pourrions avoir qui ont été les véritables bourreaux dans tous ces cycles de violence qui a émaillé la République démocratique du Congo pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Comment et quelles sont les infractions pour lesquelles ils sont en train d'encourir, et aussi préciser effectivement, il faut envisager la réparation, mais aussi les processus de réconciliation. Donc nous avons certainement besoin qu'on arrive à ces procès-là pour que tous ceux-là qui ont été impliqués directement ou indirectement dans les crimes qui se sont passés en République démocratique du Congo répondent un jour devant les tribunaux internationaux ou même des tribunaux nationaux. Mais le souci pour nous, c'est de faire jaillir la lumière de la justice, de la réconciliation et de la vérité pour que de tels actes ne puissent plus se commettre, que ce soit en Afrique ou même dans le monde. L'objectif pour nous, effectivement, ce n'est pas un règlement de comptes, mais c'est d'établir la justice là où elle se doit et en finir une bonne fois pour toutes avec ces cycles de violence, ces cycles d'impunité et ces cycles d'hypocrisie qui a toujours régné entre les États et entre les individus. Au niveau national, au niveau régional, au-delà du niveau régional, pensez-vous qu'on peut avoir d'autres personnes au niveau international qui peuvent être impliquées et qui pourraient peut-être être arrêtées dans l'essence? Oui, absolument. Comme moi j'étais en train de le dire, vous savez, avec ces procès, ici, il fallait identifier non seulement des personnes morales, mais aussi, non seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, parmi lesquelles il peut y avoir déjà certains des bourreaux qui sont en vie et d'autres peut-être qui sont déjà morts. Mais dans un procès comme celui-ci, il ne faut jamais écarter une seule piste. Il ne faut jamais écarter ou innocenter quelqu'un. Qu'il soit mort ou vivant, ils doivent répondre de leurs actes. Parce que le processus qui suivra, ça sera un processus de réparation. Quand on parle de réparation, on voit les dédommagements et les intérêts. C'est-à-dire, les enfants des victimes ou les victimes encore survivantes jusqu'à aujourd'hui doivent bénéficier d'une certaine réparation en termes de dommages et intérêts. Parce que les crimes pour lesquels ils ont été victimes, ils sont non seulement les innocents, et raison pour laquelle pour nous, nous pensons qu'on peut aller au-delà de les considérer comme crimes ou comme représailles pour les qualifier directement de génocide. Parce qu'en voyant des millions de gens qui sont en train de mourir pour des raisons économiques, pour des raisons identitaires, pour des raisons ethniques, nous pensons que ça c'est déjà une épuration systématique des individus qui sont tués pour une cause bien déterminée, notamment pour des faits économiques, pour des faits identitaires, pour des faits sociologiques et ethniques. Et pour nous pensons que si les enquêtes sont menées sérieusement, nous pourrons arriver à établir des responsabilités de tous les coupables et de toutes les victimes aujourd'hui pour qu'un jour, qu'ils puissent aussi se sentir avoir eu accès à la vérité, avoir eu accès à la justice et qu'ils ne puissent pas se considérer, parce que dans notre pays, tellement que le cycle de violence a connu une véritable influence, aujourd'hui, ce sont des victimes qui semblent avoir plus peur que des bourreaux. Ce sont des bourreaux qui se moquent de leurs propres victimes. Et moi, je pense que la courbe ou la tendance doit être renversée pour que les choses rentrent dans leur normalité comme il se doit. En République démocratique du Congo, on en parle exactement de ce qui se passe. Il y a toutefois, la République s'est inscrite à plusieurs démarches. D'autres Congolais, vous les entendez parler, c'est de l'hypocrisie, comme on parlait le processus de Luanda. Il y a déjà certains Congolais qui estiment qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Pensez-vous qu'au sein de ces démarches de la CPI, on pourrait aussi retrouver de l'hypocrisie, pendant qu'il faut noter que la CPI travaille directement avec la communauté internationale? Bon, moi je fais confiance à la justice, raison pour laquelle si à notre niveau en tant qu'État, nous n'avions pas eu la possibilité de mettre la main sur tous les bourreaux, tous les responsables des crimes de guerre, si à notre niveau, nous n'avions pas pu arriver à réparer les préjudices causés
à redonner même le sourire et la confiance en termes de réconciliation aux victimes, il y a lieu effectivement qu'on recourt à des instances judiciaires au niveau international. C'est le cas effectivement de la CPI et même de la CIJ, parce qu'avec les crimes de guerre qui avaient été enregistrés au niveau de Kisangani vers les années 2000 entre le Rwanda et l'Ouganda, le pays a réussi à saisir effectivement la Cour internationale de justice pour traîner le Rwanda et l'Ouganda auprès des juridictions internationales, en fait que les pays effectivement soient récompensés en termes de dommages et intérêts et que les deux pays soient condamnés pour de graves violations des droits de l'homme, pour des crimes contre l'humanité qui avaient été enregistrés au niveau de Kisangani. Donc pour moi, au-delà de faire confiance à la justice au niveau national, nous pensons que le coup de main de la justice internationale, particulièrement de la communauté internationale dans ces processus, pourrait nous aider à établir un état de droit. Parce qu'on ne peut pas parler d'un état de droit sans parler de la justice. On ne peut pas parler d'un état de droit sans parler des droits de l'homme, sans parler également de la réparation. Raison pour laquelle vous verrez que même plusieurs organisations de la société civile aujourd'hui s'inscrivent dans une logique où il faut également qu'il y ait ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle, effectivement, est aussi presque dans la même trajectoire avec la CPI qui veut mettre en place un tribunal international pour la République démocratique du Congo dans lequel il y aura non seulement la véritable identification, premièrement, les véritables enquêtes, parce que nous ne faisons pas foi depuis cette rupture de la confiance entre les institutions et le peuple par rapport à la mauvaise gouvernance. Nous ne faisons pas confiance aux institutions nationales parce qu'à chaque fois qu'ils mènent des enquêtes, ce sont des enquêtes effectivement qui n'aboutissent toujours pas à de vrais résultats. Si je peux vous donner un exemple, il y a notre camarade Lik Nkulula qui avait été brûlé dans sa maison et que nous avions soupçonné que c'était un incendie criminel. Il y a eu monsieur le défenseur des droits de l'homme, M. Tchebeya Floribert, qui avait été tué dans les locaux de la police à Kinshasa, mais dont jusqu'à aujourd'hui les enquêtes et même le procès n'avaient pas connu son cours normal. Il y a eu des cas de tueries de personnes en masse, mais jusque-là, effectivement, les enquêtes ou les résultats des enquêtes n'avaient pas été satisfaisants. Nous l'avions suivi récemment avec la mort de l'honorable Chéribé Okende. Donc pour nous, il y a encore de véritables doutes par rapport aux appareils judiciaires que nous avons. Et du coup, aujourd'hui, une bonne partie de la population pense que la justice internationale serait de plus en plus indépendante, impartiale, pour aider à cette population de découvrir quelle est la véritable vérité autour des massacres, autour des crimes, autour des fausses communes, des tueries de masse qui ont existé en République démocratique du Congo, et que pour cette fois-là, les victimes auront une place de choix d'être traitées avec beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, et c'est ça effectivement l'importance aussi de cette justice transitionnelle qui pourrait établir une certaine cohabitation entre les peuples, une certaine solidarité et que les victimes soient traitées à leur juste valeur. Qu'est-ce que vous entendez de la CPI? Vous nous suivez de partout sur Guel Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous entendez de la CPI? Qu'est-ce que vous entendez? Nignoyo Zozela et pas la CPI. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse exactement pourvu que vous vous sentiez être soulagé aujourd'hui de toutes ces atrocités qui ont été alertées, qui ont été déclarées, qui ont été visibles à l'est de la République démocratique du Congo. Nous revenons, M. Christophe Mouissa, le ministre de la Justice congolaise, Costa Moutamba, a géré que la tête, si je peux me permettre les mots, a géré l'arrestation du président rwandais Paul Kagame. Pensez-vous qu'il sera aussi facile pour lui de décrocher ces chemins? Pour moi, je pense que lorsqu'on déclenche de telles poursuites, il ne faut pas y mettre beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments ou de populisme, parce que c'est loin au fait des questions politiques. C'est beaucoup plus des questions d'ordre juridique et judiciaire, mais aussi d'ordre diplomatique pour l'avenir ou la survie de toute l'humanité. Donc, lorsque nous nous engageons dans de telles démarches, il faut se rassurer que nous avons des éléments nécessaires prouvant effectivement l'innocence et la culpabilité de toutes les personnes qui pourraient être
été cités dans les procès. Mais si nous commençons déjà à faire des avances par rapport à ce qui devra devenir ou l'aboutissement des enquêtes, c'est que nous sommes mal partis. C'est que nous ne faisons même pas confiance à la justice pour laquelle nous avions déposé des plaintes. Donc, laissons cette cour pénale internationale qui nous vient effectivement en aide parce que nous n'avons pas été capables de déclencher les poursuites judiciaires qui soient contre, par exemple, les étrangers qui ont agi en République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous sommes revenus vers la communauté internationale passant par la CPI. Donc, au moment où nous n'avions pas été capables à nous-mêmes d'interpeller tous les étrangers qui ont participé directement ou indirectement dans nos crimes, il ne fallait pas non plus que nous puissions avoir des pressentiments ou des préjugés par rapport à la plainte que nous avions déposée à la CPI. À moi, hormis, par exemple, toutes les sentiments politiques qui animent les ministres par rapport à son marketing politique, moi je pense que nous devons en tout cas être sérieux. Vous qualifiez ça de marketing politique? Bon, comme tout acteur politique en Afrique et même partout, ils ont toujours eu tendance à faire un certain marketing qu'on appelle du populisme de l'autre côté. Mais moi, en mon sens, je pense que la démarche déjà, elle est bonne. Ne prêtons plus des intentions autour de ce dont nous avons déjà fait. Donc, si les enquêtes des experts pourraient prouver que Kagame serait complice autour de tous les crimes déjà commis en République démocratique du Congo, c'est ça même le rôle de la justice, c'est de juger. Juger, ça signifie entrer en profondeur d'un dossier et donner des résultats sur la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Donc ici, loin de nous de penser que nous y allons pour faire plaisir, pour jouer un match gagné en avance, parce qu'il y aura toujours des partis qui auront chacun sa défense en termes de collectif des avocats et tout consort pour se défendre. Et du coup, c'est un procès qui pourrait être pour le Congolais un procès du siècle qui pourrait directement jaillir la lumière de la vérité et de la justice. Donc le Congo a déjà fait ce qu'il pourrait faire, à nous maintenant de faire la confiance à la CPI, à qui nous avions donné cette responsabilité de nous venir en aide pour non seulement établir le tribunal international pour le Congo, mais également en termes des enquêtes, parce que comme nous n'avons pas tous les outils nécessaires pouvant nous aider à entrer vraiment en profondeur des enquêtes, à arriver dans des milliers ou dans lesquels les crimes s'étaient commis, décrocher peut-être ou identifier les victimes, identifier les témoins et les protéger suffisamment. En tout cas, moi je pense que c'est une démarche que nous avions déjà remis aux mains de la justice internationale, notamment la CPI, à eux aussi de faire preuve d'une certaine impartialité, de l'indépendance, pour que le jour du procès, que les Congolais suivent ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de considération, pour qu'en fait, nous puissions savoir qui sont les véritables criminels, qui sont les véritables bourreaux et les responsables. Et je l'ai dit et je le répète ici, qu'ils soient des personnes physiques, qu'ils soient des personnes morales, en vie ou déjà décédées, tous doivent comparaître pour qu'à la fin, quand il y aura la réparation, que chacun puisse en sortir avec une ouf de soulagement. Mesdames et messieurs, pour finir, nous ne pouvons pas aussi finir cette émission sans parler de la politique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté à Kinshasa? Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi, à Goma, à Kisangani, à Bukavu, pourquoi pas à Uvira? Nous ne vous oublions pas, on parle de la politique en RDC. Monsieur Christophe Mouissa, vous l'aviez prédit, je pense, il n'y a même pas encore 2 semaines. Aujourd'hui, c'est arrivé. Vous parlez l'autre fois qu'il y a la politique, que ça va changer, les choses ne marchent pas aussi bien en RDC, le parti politique ne reflète pas aussi l'image qui devrait être reflétée par le parti politique. Et enfin, Juvenal Monobo a décidé de quitter l'UNC de Vital Kamerhe. Selon lui, c'est des raisons de convenance personnelle. C'est quoi votre analyse? C'est une question... Quelques jours après que vous avez prédit sur les partis politiques en RDC. Au fait, quand nous faisons des recherches et des analyses autour de ce qui se passe dans notre pays, nous comprenons effectivement que nous n'avons pas une très bonne qualité d'homme politique. Et ce qui justifie aujourd'hui la prolifération de plusieurs partis politiques, c'est cette quête aussi de pouvoir se retrouver, être appelé chef du parti, être appelé autorité morale. Mais en réalité, les gens n'ont pas de vision.
Ils n'ont pas de vision. Pourquoi? Parce que chacun se positionne sur base de ses intérêts, sur base de ses calculs politiques et de son statut social. Mais si on avait déjà défini une véritable politique de l'État qui pourrait s'étendre sur, par exemple, 25, 30, 50 ou 100 ans prochains, moi je pense que ça pourrait être la ligne logique qui pourrait servir la nouvelle génération de jeunes qui veulent entrer en politique en vue de poursuivre cette ligne-là. Vous avez suivi hier à la rentrée même judiciaire à Kinshasa où le procureur général près la Cour de cassation et même le premier président de la Cour de cassation qui ont taquiné M. Constant Moutamba en tant que ministre de la Justice. En présence du président de la République. En présence du président de la République, ça prouve à suffisance qu'il y a une forme de gestion, de règlement des comptes au sein même des institutions de notre pays. Cela prouve à suffisance que le gouvernement en soi, la République en soi, n'a pas de vision et comme je le disais, chacun se recherche par rapport à ses calculs politiques, par rapport à son marketing pour prouver qu'il est le meilleur. Alors que lorsqu'on cogère déjà dans un gouvernement, vous devez être doté d'une vision. Et cette vision-là, c'est de là que chacun des membres du gouvernement devra manifester pour accomplir cette vision-là, chacun dans son département ministériel ou sectoriel. Malheureusement pour nous, nous voyons que les gens se comportent comme comment est-ce que des singletons, des brebis qui n'ont pas de chef et que chacun agit selon ses intérêts, selon son parti politique, oubliant que le fait d'appartenir déjà dans un gouvernement vous écarte du fonctionnement des partis politiques parce que là vous devenez ministre d'État, vous devenez député national, c'est-à-dire pour toute la nation et que vous ne pourriez pas vous contenter seulement de vos propres intérêts. Raison pour laquelle, après les analyses que nous voyons, en tout cas, les différentes disputes et difficultés qu'il y a dans le fonctionnement même de l'Union sacrée et même de l'opposition, ça ne donne pas une lueur d'espoir pour le peuple congolais avec cette qualité de la classe politique. Mais il est normal de quitter un parti politique pour aller dans un autre parti politique. On ne voit pas pourquoi est-ce que Mounou Boye Takiné aujourd'hui, disant qu'il est frustré et tout le reste, comme les gens les chantent, c'est pourquoi il est libre de faire ce qu'il fait. Donc lui aussi, il rentre dans la ligne logique de tous les autres politiciens qui ont été élus dans un parti politique et en arrivant par exemple à l'hémicycle, il crée aussi son propre parti. Alors que comme nous le savons avec notre loi électorale, les sièges n'appartiennent pas à l'individu, les sièges appartiennent au parti. Donc dès lors que vous jugez de créer votre propre parti politique, en réalité vous devrez perdre les sièges. Mais comme au Congo la politique est devenue comme une affaire politique ou comme des commissions politiques, tout le monde pense créer un parti politique pour continuer à survivre et avoir une mainmise qui soit au niveau de la territoriale, qui soit au niveau de l'administration, qui soit même au niveau de l'armée, alors que les trois domaines dans lesquels je venais de citer ici sont apolitiques, mais malheureusement vous verrez que chez nous on politise tout, qu'il soit les services de sécurité, qu'il soit l'administration, qu'il soit même la territoriale. Donc moi je pense que dans ces velléités-là que M. Mounoubo s'est senti frustré et indigné pour le fait de n'avoir pas passé comme député à Walikale, et du coup il s'est dit je me retire parce que je n'ai pas été bien servi. Alors que la politique rêve aussi la constance, rêve aussi l'intégrité, rêve aussi tout ce qui va avec les intérêts de l'État, parce qu'on ne fait pas la politique pour soi, mais on fait la politique pour la communauté, on fait la politique pour améliorer les conditions sociales de la population. Mais ce que nous voyons au Congo, c'est beaucoup plus... la politique est devenue un moyen d'enrichissement illicite, un outil de répression contre tous ceux-là qui ne réfléchissent pas comme vous, un moyen de jouissance, mais également d'un certain trafic d'influence. Et ça, je me pose la question, qu'est-ce que les peuples congolais gagnent dans tout ce qui se trame comme politique, comme projet, alors qu'en réalité des projets n'existent pas. Lorsque vous verrez même des statuts de tous les partis politiques au Congo, c'est presque du copier-coller. Donc chez nous, il n'y a pas de parti politique, si on peut le dire ainsi. Ce sont juste des associations de chaque individu qui se mettent ensemble pour se dire qu'ils font la politique. Parce que la politique, c'est aussi créer des courants politiques, des courants idéologiques, comme nous le voyons par exemple aux États-Unis, où il y a 3 grands blocs. Vous avez les républicains, vous avez les démocrates et vous avez les indépendants. Est-ce que chez nous pourrions aussi avoir cette maturité politique de créer plus de courants politiques que de partis politiques, alors que le jour des élections ou pendant les échéances électorales, vous verrez toutes ces associations dites
appelés partis politiques, se mettent encore ensemble pour créer des regroupements. Pourquoi ne pas seulement contenir ces regroupements-là et le faire directement à un parti politique, mais au moins que chacun crée sa propre association, et vous verrez qu'il y a même certains partis politiques qui ne savent même pas les missions d'un parti politique. Parce que lorsque vous lisez l'article 6 et 7 de la Constitution, jusqu'à même aux articles 8, on vous dira que les partis politiques contribuent aussi à l'éducation civique de leurs membres et même de la communauté. Voilà. Ce qui ne se fait pas malheureusement au Congo. Tous nos partis politiques, bien que c'est ça l'objectif principal, de conquérir le pouvoir, l'exercer et le maintenir le plus longtemps possible, mais chez nous, en tout cas en termes d'éducation, pour que les gens sachent le droit des citoyens, le devoir des citoyens, comment fonctionne l'État, quelle est la participation des partis politiques, quelle est la participation des citoyens et des responsabilités partagées, ça, en tout cas en politique au Congo, on ne le voit pas. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'est par là où nous chitons, nous vous disons tout. Merci, vous tous qui nous aviez suivis à ces jours. J'étais Youssouf Kibingila David. Christophe Mouissa était notre invité aujourd'hui. Nous vous disons merci beaucoup, monsieur Christophe. C'est moi qui vous remercie. Nous vous souhaitons également une bonne journée à vous tous qui nous aviez suivis à ces jours et à la prochaine pour d'autres actualités.